Un bel homme s'est assis à côté de moi dans un café bondé et a dit, « Ton petit ami sort avec ma femme. » Puis il s'est penché, a souri et a chuchoté, « Oublie-le et sors avec moi ce soir. » J'ai accepté, et mon monde a été complètement bouleversé. Ton petit ami sort avec ma femme. Les mots m'ont frappé comme un verre d'eau glacée jeté en plein visage. J'étais assise là, dans ce café bondé un samedi après-midi à Portland, Oregon, mon latte refroidissant dans mes mains, fixant l'homme qui venait de prendre place en face de moi sans y être invité. Il était beau, d'une manière qui vous faisait regarder deux fois, avec des cheveux noirs légèrement ébouriffés et des yeux de la couleur du whisky tenus à la lumière. Il portait un blazer décontracté par-dessus une chemise grise ajustée, et tout en lui criait la confiance, frôlant l'arrogance. « Excusez-moi » ai-je réussi à dire, ma voix sortant plus faible que je ne l'avais prévu. Il s'est adossé à la chaise en bois, étudiant mon visage avec une expression qui mêlait l'amusement à quelque chose de plus sombre. J'ai dit, « Ton petit ami, le gars avec qui tu sors depuis, quoi, 3 ans ? Il couche avec ma femme depuis 8 mois, à peu près. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour me défendre, pour faire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Le café bourdonnait autour de nous au son des machines à expresso et des conversations informelles, complètement inconscient du fait que mon monde venait de basculer sur son axe. « Comment savez-vous qui je suis » ai-je finalement demandé, car cela semblait la question la plus sûre, la plus facile, pas celle qui importait. Je suis les miettes de pain depuis des semaines. Relevé de carte de crédit, facture de téléphone, le travail de détective habituel qui accompagne la suspicion d'infidélité de son conjoint. Il a sorti son téléphone et l'a fait glisser sur la table vers moi. Le nom de ton petit ami est Joël. Vous êtes ensemble depuis que tu as 26 ans. Tu travailles dans une agence de marketing en centre-ville, et tous les samedis, tu viens dans ce café exact à 14 heures précises pour boire un latte à la vanille et lire le livre qui se trouve actuellement dans ton sac. Je me suis senti exposé, mise à nu par un étranger qui connaissait les rythmes de ma vie mieux que moi. Je m'appelle Alicia, et j'étais entré dans ce café 30 minutes plus tôt, croyant que je menais une vie parfaitement ordinaire, une bonne vie, même. Joël et moi avions nos problèmes, bien sûr, mais tous les couples en avaient. Nous étions ensemble depuis assez longtemps pour que la passion se soit transformée en quelque chose de confortable, de durable. C'est du moins ce que je m'étais convaincu. « Pourquoi me dites-vous ça » ai-je demandé, mes mains tremblant légèrement alors que je repoussais son téléphone vers lui sans regarder l'écran. Je n'étais pas prête à voir les preuves qui s'y trouvaient. Il a souri alors, et cela a transformé tout son visage, le faisant passer d'intimidant à dévastateur de charme. Parce que le malheur aime la compagnie, je suppose. Et parce que quand je t'ai vu assise ici seule, ressemblant à une femme qui mérite bien mieux que ce qu'elle a, j'ai pensé que nous pourrions peut-être nous entraider. Nous entraider ? Comment ? Il s'est penché en avant, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de boisé et de chair. Oublie-le. Sors avec moi ce soir. Faisons-les se demander où nous sommes pour une fois. Toute la partie rationnelle de mon cerveau m'a hurlé de me lever, de partir, d'appeler Joël immédiatement et d'exiger une explication. Mais il y avait une autre partie, une partie que j'avais enfouie pendant des années, qui a ressenti quelque chose d'électrique me traverser à la proposition de cet étranger. C'était imprudent. C'était probablement dangereux. Et c'était la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir que je me sentais vraiment vivante. Je ne connais même pas votre nom, ai-je dit. Evan. Il a tendu la main sur la table, et quand je l'ai prise, sa poignée était chaude et ferme. Alors, qu'en dis-tu, Alicia ? Es-tu prête à faire exploser ton monde ? J'aurais dû dire non. J'aurais dû rassembler mes affaires, sortir de ce café et confronter Joël avec les preuves que cet homme prétendait avoir. Ça aurait été le choix sensé, le choix mature. Mais j'avais fait des choix sensés toute ma vie. Et où m'avait-il mené ? Assise seule dans un café pendant que mon petit ami de 3 ans réchauffait apparemment le lit de quelqu'un d'autre. À quelle heure, me suis-je entendu dire. Le sourire d'Evan s'est élargi. Je passerai te prendre à 20 heures. Porte quelque chose qui te fait sentir puissante. Il s'est levé, laissant tomber une carte de visite sur la table à côté de mon latte intact. Mon numéro est dessus au cas où tu changerais d'avis. Mais Alicia, j'espère vraiment que tu ne le feras pas, et puis il est parti, se faufilant à travers la foule du samedi comme un homme qui savait exactement où il allait, me laissant seul avec un café froid et la première fissure se formant dans une vie que j'avais crue stable.
Je suis resté assise dans ce café pendant 1 heure de plus après le départ d'Evan, retournant sa carte de visite entre mes doigts et regardant les mots se brouiller à travers des larmes non versées. La carte était simple, élégante, juste son nom et un numéro de téléphone, pas de logo d'entreprise ni de titre. Elle ne me disait rien et tout à la fois. C'était un homme qui agissait selon ses propres termes. Mais ce n'était pas à Evan que je pensais alors que la lumière de l'après-midi changeait à travers les fenêtres et que le café commençait à se vider. C'était à Joël. C'était les 3 dernières années de ma vie étalées devant moi comme une tapisserie que je voyais soudain sous un angle différent, remarquant tous les fils que j'avais manqués. Quand la distance avait-elle commencé? J'ai essayé de localiser le moment, le jour où Joël avait commencé à s'éloigner. Mais la vérité était plus insidieuse que cela. Il n'y avait pas de moment unique. Au lieu de cela, il y avait eu une lente érosion, un retrait progressif que j'avais expliqué par le stress du travail, par son introversion naturelle, par le simple fait que les relations mûrissent et que la passion s'estompe. J'ai pensé aux nuits où il avait travaillé tard, rentrant à la maison avec une odeur de rien en particulier, m'embrassant sur le front avec des lèvres qui ne se réchauffaient jamais tout à fait. J'ai pensé au week-end où il avait des parties de golf avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, revenant avec des histoires qui semblaient répétées. J'ai pensé à la façon dont il regardait parfois son téléphone, un petit sourire jouant au coin de sa bouche, et comment je m'étais convaincu que c'était juste un email amusant d'un collègue. Les signes étaient là. Ils avaient toujours été là. J'avais simplement choisi de ne pas les voir. Ce qui m'a le plus frappé, assise dans ce café avec le poids de la trahison sur les épaules, ce n'est pas la colère que je m'attendais à ressentir. C'était la reconnaissance silencieuse que j'étais insatisfaite depuis bien plus longtemps que je ne l'avais admis à moi-même. Joël et moi avions construit une vie ensemble. Oui, mais c'était une vie qui ressemblait à porter des chaussures d'une taille trop petite. Fonctionnelle, mais jamais confortable. J'avais appris à marcher avec, à ignorer le pincement, à me dire que c'était simplement à quoi ressemblaient les relations adultes. J'ai pensé à mes propres ambitions, aux rêves que j'avais mis de côté en faveur de la stabilité. Quand Joël et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais pleine de projets. Je voulais créer ma propre société de conseil, voyager dans des endroits dont je n'avais lu que des descriptions, écrire le roman qui vivait dans ma tête depuis l'université. Mais quelque part en cours de route, ces rêves étaient devenus de plus en plus petits, rangés dans des boîtes que je n'ouvrais jamais, jusqu'à ce que j'oublie leur existence. C'était plus facile, ai-je réalisé, de me réduire que d'admettre que j'étais malheureuse. Plus facile de jouer le rôle de la petite amie de soutien que d'affronter le vide qui grandissait en moi comme de la moisissure dans un coin sombre. Je m'étais convaincu que ce que j'avais était suffisant parce que l'alternative, reconnaître que je méritais plus, me semblait trop terrifiante à envisager. Maintenant, assise dans les ruines de cette illusion, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. La pensée m'a tellement surprise que j'ai éclaté de rire à voix haute, attirant les regards curieux du barista qui nettoyait les tables à proximité. Me voilà, venant d'apprendre que mon petit ami m'avait trompé pendant la majeure partie de l'année. Et au lieu de m'effondrer dans le désespoir, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. C'était comme si la révélation d'Evan m'avait donné la permission de ressentir des choses que j'avais réprimées pendant des années. La frustration face à l'indisponibilité émotionnelle de Joël. Le ressentiment pour les sacrifices qu'il n'avait jamais remarqués. La solitude de m'allonger à côté de quelqu'un qui ressemblait plus à un colocataire qu'à un partenaire. Tout est remonté à la surface. Plus nié ni rationalisé, juste reconnu pour la première fois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé la photo de contact de Joël. C'était une vieille photo prise lors d'un voyage à la côte au début de notre relation, à l'époque où il me regardait encore comme si j'avais de l'importance. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il m'avait regardé de cette façon. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que je m'étais senti vraiment vu par lui. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel. Une partie de moi voulait le confronter immédiatement, exiger des explications, des excuses et toutes les choses auxquelles j'avais soi-disant droit en tant que partie lésée. Mais une autre partie, celle qui avait ressenti ce frisson électrique lorsqu'Evan avait lancé son invitation, voulait quelque chose de différent. Je voulais des preuves d'abord. Je voulais voir par moi-même ce qu'Evan prétendait savoir. Et plus que ça, je voulais comprendre qui j'étais sans Joël avant de décider quoi faire ensuite. J'ai rangé mon téléphone et j'ai finalement pris une gorgée de mon latte froid. Il était amer et décevant, un peu comme la relation que je remettais soudain en question. Mais il y avait quelque chose de clarifiant dans ce goût, quelque chose qui ressemblait à un réveil. 20 heures.
J'avais 6 heures pour décider quel genre de femme je voulais être en sortant de chez moi ce soir. 6 heures pour savoir si j'étais assez courageuse pour arrêter de me contenter de « suffisant » et commencer à tendre vers quelque chose de plus. Je suis rentré à l'appartement que Joël et moi partagions, me déplaçant dans l'espace familier comme un détective examinant une scène de crime. Tout avait l'air différent maintenant, chaque objet recelant une preuve potentielle d'une double vie que j'avais été trop aveugle pour voir. Son sac de sport près de la porte, qu'il attrapait pour des séances d'entraînement qui semblaient toujours s'éterniser. La salle de bain où il passait plus de temps à se préparer les soirs où il prétendait rencontrer de vieux amis de l'université. Le chargeur de téléphone sur sa table de nuit, toujours positionné de manière à ce que l'écran soit tourné loin de moi. Joël n'était pas à la maison. Il m'avait envoyé un texto plus tôt pour dire qu'il travaillerait tard sur un projet, un message que j'avais accepté sans poser de questions d'innombrables fois auparavant. Maintenant, ces mots se lisaient comme un aveu écrit à l'encre invisible. Je me tenais à l'embrasure de notre chambre, regardant le lit où nous avions dormi côte à côte pendant 3 ans, et je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. La couette était celle que j'avais choisie, un bleu doux que Joël avait trouvé, bien. Les oreillers étaient disposés comme je les aimais parce que Joël ne se donnait jamais la peine de faire le lit lui-même. Les photos encadrées sur la commode documentaient une relation qui ressemblait maintenant à une performance plutôt qu'à un partenariat. Je devrais attendre, me suis-je dit. Je devrais attendre de pouvoir penser clairement, que le choc se soit estompé et que je puisse aborder cela rationnellement. Mais mes pieds m'ont porté jusqu'au bureau de Joël dans le coin de la pièce. Jusqu'à l'ordinateur portable qu'il laissait toujours ouvert quand il était à la maison, sécurisé par un mot de passe que je connaissais depuis des années parce qu'il ne s'était jamais donné la peine de le changer après me l'avoir dit une fois. Ses emails étaient ouverts quand l'écran s'est allumé. Le message le plus récent provenait de quelqu'un nommé Diana, envoyé il y a à peine 3 heures. L'objet était simplement « ce soir ». J'ai cliqué dessus avec des doigts devenus engourdis. Le message était court mais dévastateur. Tu me manques déjà. Peux-tu t'échapper après le dîner? Je laisserai la porte déverrouillée. Il n'y avait rien d'explicite dans les mots eux-mêmes, mais l'intimité qu'ils véhiculaient était indéniable. Ce n'était pas le langage de collègues ou de connaissances occasionnelles. C'était le jargon d'amant qui naviguait dans la tromperie depuis des mois. J'ai fait défiler le fil de discussion, regardant l'histoire de l'infidélité de mon petit ami se dérouler en temps réel. Des recommandations de restaurants et des réservations d'hôtels. Des blagues d'initiés que je ne comprenais pas. Des plaintes au sujet des conjoints, au pluriel, qui m'ont retourné l'estomac. Joël parlait de moi comme on pourrait discuter d'un meuble qui avait fait son temps. Elle ne remarque plus rien. Je pourrais être parti des jours et elle supposerait juste que je suis occupé. C'est presque trop facile. Trop facile. C'est ce que j'avais été. Trop facile. Trop confiante. Trop disposée à accepter les quelques miettes d'attention qu'il me jetait. J'ai ensuite trouvé des photos, enfouies dans un dossier intitulé « Documents de travail », avec une tromperie si paresseuse que c'en était presque insultant. Diana était belle, d'une manière qui vous faisait immédiatement vous sentir inadéquate. Des cheveux blonds tombant en vagues parfaites, un sourire digne d'un magazine, un corps qui suggérait des heures passées à la salle de sport. Elle était tout ce que je n'étais pas, et voir son visage a rendu la trahison viscérale d'une manière que les emails n'avaient pas fait. C'était réel. Evan ne m'avait pas menti dans ce café. Mon petit ami, l'homme autour duquel j'avais construit ma vie pendant 3 ans, avait construit une vie secrète avec la femme du mari d'une autre femme. L'ironie ne m'a pas échappé. 2 mariages, 2 partenariats, 4 personnes affectées par 2 individus égoïstes qui voulaient plus que ce qu'ils avaient. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à la chaise de Joël, attendant que le chagrin arrive, attendant les larmes, la dévastation et le besoin désespéré de comprendre pourquoi je n'étais pas assez. Mais ces sentiments ne sont jamais venus. Au lieu de cela, ce qui m'a envahi, c'est ce même frisson inattendu que j'avais ressenti dans le café, amplifié maintenant par la certitude. C'était ma sortie. C'était la porte que j'avais eu trop peur de franchir par moi-même. Maintenant grande ouverte par des forces indépendantes de ma volonté. Je n'avais pas à rester. Je n'avais pas à continuer de me réduire pour m'adapter à une relation qui avait cessé de me servir il y a des années. Joël m'avait fait le cadeau ultime, même s'il ne le savait pas. Il m'avait donné la permission de partir. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était presque 19 heures. 1 heure avant qu'Evan ne vienne me chercher pour une nuit que je ne pouvais pas prédire.
1 heure pour décider si j'allais répondre à la trahison de Joël par ma propre vengeance, ou si j'allais prendre la voie de la sagesse et partir avec dignité. Mais en me déplaçant dans notre placard commun, à la recherche de quelque chose qui me ferait sentir puissante comme Evan l'avait suggéré, j'ai réalisé que la vengeance et le respect de soi n'avaient pas à être mutuellement exclusifs. Sortir avec Evan ne visait pas à blesser Joël. Il s'agissait de me rappeler que je valais l'attention exclusive de quelqu'un, que je méritais d'être choisi, d'être priorisé, d'être vu comme plus qu'une commodité. J'ai trouvé une robe que j'avais achetée il y a 2 ans et jamais portée. Un modèle bordeaux foncé que Joël avait jugé, trop, pour ma vie habituelle. Trop. J'avais laissé ces mots maintenir cette robe intacte au fond de mon placard, attendant une occasion qui n'est jamais venue. Ce soir, ai-je décidé en la tenant devant moi dans le miroir, était cette occasion. Je n'allais pas pleurer la trahison de Joël. Je n'allais pas supplier pour des explications ou des secondes chances. J'allais sortir de cet appartement dans 1 heure, ressemblant à une femme qui s'était enfin éveillée à sa propre valeur. Et j'allais entrer dans le monde qu'Evan offrait, même si cela me terrifiait. Mon téléphone a vibré avec un texto. Le numéro d'Evan. Toujours partante pour ce soir? J'ai souri à mon reflet, reconnaissant à peine la femme qui me regardait. Elle semblait plus audacieuse, plus vivante. J'ai répondu par texto, passe me prendre à 20 heures. Je serai prête. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. Evan est arrivé à 20 heures précises, s'arrêtant devant mon immeuble dans une élégante voiture noire qui semblait coûter plus cher que mon salaire annuel. Je l'ai regardé depuis la fenêtre sortir, vérifier son téléphone avant de lever les yeux vers mon appartement avec une expression que je n'ai pas pu tout à fait déchiffrer. Il portait maintenant un costume sombre, parfaitement ajusté à sa carrure, et j'ai senti un frisson de quelque chose de dangereux me traverser. C'était soit la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite, soit la plus stupide, peut-être les deux. Joël m'avait envoyé 2 textos depuis que j'avais commencé à me préparer, des messages désinvoltes sur son projet qui prenait du retard et me demandant si je voulais qu'il prenne à dîner en rentrant. Les mensonges coulaient de son téléphone si facilement que je me suis demandé comment j'avais pu croire un seul de ces mots. J'avais répondu par de brefs accusés de réception, ne laissant rien transparaître. Et puis j'étais sorti de notre appartement, ressemblant à une femme qui avait un rendez-vous important. « Tu es venu » a dit Evan quand je suis arrivé dans la rue, ses yeux parcourant ma robe avec une appréciation évidente. « Je n'étais pas entièrement sûr que tu le ferais. »« Moi non plus, ai-je admis. Mais je me suis dit que si ma vie devait s'effondrer ce soir de toute façon, autant avoir une bonne histoire à raconter. » Il a ri, un son chaleureux qui semblait en décalage avec les circonstances froides qui nous avaient réunis. « C'est juste. Allons-y », il m'a ouvert la portière passager, un petit geste de galanterie que Joël avait abandonné quelque part vers le 6e mois de notre relation. En m'installant dans le siège en cuir, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur latéral et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Elle avait l'air déterminée, dangereuse, même. Evan m'a emmené dans un restaurant dont je n'avais jamais entendu parler, niché dans un quartier que je visitais rarement, le genre d'endroit qui n'avait pas de prix sur le menu et qui s'attendait à ce que vous sachiez ce qu'est une dégustation de vin sans explication. L'hôtesse l'a salué par son nom, nous conduisant à une table d'angle avec des bougies et du linge de table blanc impeccable. « Tu viens souvent ici ?» ai-je demandé en m'installant. « Quand j'ai besoin de me sentir à nouveau moi-même » a-t-il dit, ce qui, dernièrement, a été souvent. Nous avons commandé du vin et des hors-d'œuvre, engageant une conversation légère qui semblait trop normale pour les circonstances. Il m'a interrogé sur mon travail, mes passe-temps, le livre que je lisais dans le café cet après-midi-là. Je me suis retrouvé à répondre honnêtement, partageant des bribes de moi que je gardais habituellement cachées derrière le masque de la petite amie de Joël. Ce n'est que lorsque notre plat principal est arrivé qu'Evan a finalement abordé l'éléphant dans la pièce. « Tu as trouvé des preuves ?» a-t-il dit, ce n'était pas une question. « Je le vois sur ton visage. » « Comment peux-tu le dire ? » « Parce que tu as l'air soulagé au lieu d'être dévasté. » C'est le regard d'une femme qui a enfin la permission de ressentir ce qu'elle a réprimé. Il a pris une gorgée de son vin, m'étudiant par-dessus le bord. « Que as-tu trouvé ?» Je lui ai parlé des emails, des photos, de la tromperie paresseuse qui se cachait à la vue de tous. Dire les mots à voix haute les rendait plus réels, mais aussi, d'une certaine manière, moins douloureux. Ce n'était pas ma honte secrète à porter. C'était l'échec de Joël, pas le mien. Diana a été négligente aussi, a dit Evan quand j'ai fini.
Des frais de carte de crédit dans des hôtels où elle prétendait ne pas être, du parfum sur des vêtements qu'elle était censée avoir achetés pour elle-même. Je pense qu'une partie d'elle voulait se faire prendre. Peut-être qu'une partie de Joël le voulait aussi. Qu'est-ce qui t'a fait commencer à chercher en premier lieu? Il a posé son verre, son expression passant à quelque chose de plus vulnérable que ce que j'avais vu de lui. Elle a cessé de me toucher. Pas d'un seul coup, mais progressivement, comme baisser un variateur. Au début, je me suis convaincu que c'était le stress, ou que tous les mariages traversent des phases. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'elle était différente avec son téléphone. Secrète. Et une fois qu'on commence à remarquer des choses comme ça, on ne peut plus s'arrêter. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Quand as-tu su avec certitude? Il y a 3 semaines. J'ai engagé quelqu'un pour la suivre, ce qui, je sais, semble extrême, mais j'avais besoin de savoir si je devenais fou ou si mes instincts étaient justes. Il a croisé mon regard et j'y ai vu une douleur qu'il s'efforçait de dissimuler. Mes instincts étaient justes. Nous sommes restés silencieux un moment. 2 étrangers liés par la même trahison, essayant de comprendre la suite. Le restaurant bourdonnait autour de nous au son des autres convives vivant leur vie ordinaire, inconscients de l'épave en train d'être triés à notre table d'angle. Pourquoi m'as-tu approché aujourd'hui? Ai-je finalement demandé. Tu aurais pu simplement les confronter tous les deux et en finir. Evan a souri. Mais cela n'a pas tout à fait atteint ses yeux. Parce que je t'ai vu assise là, l'air si parfaitement calme, et j'ai reconnu quelque chose en toi. Ce contentement prudent que les gens portent quand ils ont peur de vouloir plus. Je l'ai porté pendant des années dans mon mariage. Et j'ai pensé que peut-être, si tu savais ce que je savais, tu réaliserais que tu mérites mieux que ce pourquoi tu te contentes. Tu ne me connais même pas, non, a-t-il convenu. Mais j'aimerais bien, si tu me le permets. C'était une phrase, probablement. Un mouvement dans le jeu qu'il jouait. Mais assise en face de lui dans ce magnifique restaurant, portant la robe qu'on m'avait dit être trop, j'ai réalisé que je m'en fichais. Pour une nuit, je voulais être quelqu'un qui disait oui à la possibilité au lieu de non au risque. D'accord, ai-je dit. Montre-moi ce qui se passe ensuite. La nuit s'est déroulée comme un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Après le dîner, Evan m'a emmené dans un club de jazz qu'il connaissait, le genre d'endroit où la musique vous enveloppait comme du velours, et où personne ne posait de questions sur la raison pour laquelle 2 étrangers étaient assis si près l'un de l'autre dans une banquette sombre. Nous avons parlé pendant des heures, les mots coulant plus facilement qu'avec n'importe qui depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Il m'a parlé de son mariage, de la façon dont lui et Diana s'étaient rencontrés, jeunes et ambitieux, construisant une vie ensemble qui semblait parfaite de l'extérieur. Ils avaient acheté une maison en banlieue, accumulé des amis qui n'étaient en réalité que d'autres couples faisant semblant, et quelque part en cours de route, avaient oublié pourquoi ils s'étaient choisis. Nous avons cessé d'être des partenaires et sommes devenus des colocataires, a-t-il dit en faisant tourner le whisky dans son verre. Je rentrais du travail et elle regardait la télévision, et nous échangions peut-être 10 mots avant d'aller dormir dans le même lit comme des étrangers. Je n'arrêtais pas de penser que c'est juste ce que le mariage devient après assez d'années. Que la passion est quelque chose que l'on échange contre la stabilité. Quand as-tu réalisé que tu avais tort? Quand j'ai trouvé le premier email. Son visage s'est crispé. Elle avait écrit à Joël à quel point il la faisait se sentir vivante, qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait encore désirer quelqu'un de cette façon. Et j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais rien écrit de tel sur moi. Même pas au début. J'étais toujours le choix sûr, pas le choix excitant. J'ai tendu la main sur la table et j'ai touché la sienne. Une impulsion qui nous a surpris tous les deux. Ce n'est pas vrai. Elle a juste arrêté de te choisir, et ça en dit plus sur elle que sur toi. Il a regardé ma main sur la sienne, puis mon visage, et quelque chose a changé dans son expression. La confiance soigneusement construite s'est fissurée un instant, révélant l'homme blessé en dessous. Tu sais quelle est la pire partie, a-t-il dit doucement. Je ne suis même pas sûr d'être encore en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué de faire semblant. Fatigué d'espérer que les choses changeront. Fatigué d'être le plan de secours de quelqu'un pendant qu'il court après quelqu'un d'autre. Je comprends ça plus que tu ne le penses. L'aimes-tu encore, Joël? La question m'a prise au dépourvu et j'ai dû y réfléchir un moment, examinant vraiment mes sentiments pour la première fois. Je pensais que oui. Pendant des années, j'aurais dit oui sans hésiter. Mais en y repensant maintenant,
je pense que j'aime plus l'idée de lui que la réalité. L'idée d'avoir un partenaire, d'être choisi, de ne pas être seul. L'homme réel n'a jamais tout à fait correspondu à ce dont j'avais besoin de lui. C'est déchirant, a dit Evan. Peut-être. Ou peut-être que c'est libérateur, parce que si je ne l'ai jamais vraiment aimé, alors le perdre n'est pas vraiment perdre grand-chose. Le groupe de jazz est passé à quelque chose de plus lent, de plus mélancolique. Et pendant un certain temps, nous sommes restés assis là, deux personnes traitant un chagrin qui semblait étrangement partagé. J'étais entré dans cette nuit en attendant une conclusion, des réponses, le genre de confrontation qui me donnerait la permission de passer à autre chose. Au lieu de cela, j'avais trouvé quelque chose de plus compliqué, une connexion qui semblait dangereuse précisément parce qu'elle semblait si réelle. Diana ne sait pas que je sais, a finalement dit Evan. J'attendais le bon moment pour la confronter. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je veux que ce moment soit. Colère, tristesse. Je n'arrive pas à trouver la bonne émotion pour l'occasion. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être que la trahison est juste trop compliquée pour un seul sentiment. Il a hoché lentement la tête. Quand vas-tu le dire à Joël? Je ne sais pas. Une partie de moi veut retourner dans cet appartement ce soir et étaler toutes les preuves, le regarder chercher des excuses. Mais une autre partie de moi pense que ça lui donnerait trop de satisfaction. Il deviendrait alors la victime, celui qui a été attaqué et accusé, et d'une manière ou d'une autre, il retournerait la situation pour me faire passer pour la méchante. Et si tu ne lui donnais pas cette chance? Que veux-tu dire? Evan s'est penché en avant, les yeux intenses. Et si tu partais simplement? Pas de confrontation, pas d'explication, pas d'occasion pour lui de manipuler le récit. Tu fais tes valises pendant qu'il est au travail. Tu disparais de sa vie de la même manière qu'il a disparu de la tienne émotionnellement. Et tu le laisses se demander pour toujours ce qu'il a fait de mal. L'idée était séduisante dans sa simplicité. Pas de scène dramatique, pas de larmes, pas de supplications pour des réponses qui ne satisferaient jamais. Juste une rupture nette, une porte fermée, un refus final de participer à sa tromperie. Pourrais-tu le faire, ai-je demandé. Avec Diana. J'y ai pensé. Partir sans lui donner la satisfaction de voir à quel point elle m'a blessé. Il a fait une pause. Mais je ne suis pas sûr d'être assez fort pour le moment. C'est peut-être pour ça que nous nous sommes trouvés, ai-je dit. Pour ne pas avoir à être fort seul. Les mots flottaient entre nous, chargés de possibilités. Cela allait vite, trop vite, et je savais que je devais freiner, mettre de la distance entre moi et cet homme qui était techniquement encore marié à quelqu'un d'autre. Mais la chaleur de sa main sous la mienne, la compréhension dans ses yeux, le simple fait qu'il ait vu ma douleur et choisi de partager la sienne plutôt que de l'exploiter, rendait le ralentissement impossible. Que se passe-t-il demain, ai-je demandé. Demain, nous faisons face à la réalité. Mais ce soir, nous méritons ça, quoi que ce soit. Je ne suis pas rentré cette nuit-là. Evan m'a plutôt conduite à un hôtel, insistant pour me prendre ma propre chambre, malgré la tension évidente qui s'était accumulée entre nous. Il m'a accompagné jusqu'à ma porte, et pendant un long moment, nous sommes restés là, le couloir silencieux et l'air épais de tout ce qui n'avait pas été dit. Je veux t'embrasser, a-t-il avoué. Mais je pense que nous devons tous les deux mettre fin à nos anciennes vies avant de commencer quelque chose de nouveau. Probablement le choix intelligent. J'essaie d'être un gentleman. C'est plus difficile que je ne le pensais. J'ai ri, et ça m'a fait du bien, c'était naturel, comme une langue que j'avais oublié de parler. Merci pour ce soir, pour m'avoir dit la vérité, pour ne pas m'avoir laissé perdre un autre jour dans cette relation. Merci de ne pas avoir fui quand je t'ai prise par surprise dans ce café. Il m'a embrassé sur la joue, ses lèvres s'attardant juste assez longtemps pour faire bondir mon pouls. Et puis il est reparti dans le couloir, me laissant seul avec mes pensées et l'étrange réalité de mes nouvelles circonstances. Je n'ai pas bien dormi. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les emails de Joël, les photos de Diana, la vie que j'avais menée comme une fiction. Mais mêlé à la douleur, il y avait autre chose. De l'espoir peut-être, ou le début de l'espoir. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé une douzaine de messages de Joël. De plus en plus inquiet, de plus en plus frénétique. Où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? J'appelle la police si tu ne réponds pas. La performance d'un petit ami inquiet était presque impressionnante, compte tenu de ce que je savais maintenant de ses activités extra-conjugales.
J'ai envoyé un seul texto. Je vais bien. Je serai à la maison cet après-midi. Nous devons parler. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai commandé le service en chambre, m'accordant une heure de plus de paix avant de devoir faire face au chaos qui m'attendait. Quand je suis finalement entré dans notre appartement vers 14 heures, Joël faisait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Son visage s'est illuminé de soulagement en me voyant, se transformant rapidement en quelque chose de plus dur, de plus contrôlé. Où diable étais-tu? J'ai été mort d'inquiétude. Vraiment? Ai-je demandé calmement en posant mon sac à main. Bien sûr que oui. Tu as disparu sans un mot. Tu ne répondais pas à ton téléphone. Je pensais que quelque chose de terrible t'était arrivé. J'ai regardé cet homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 3 ans, je l'ai vraiment regardé, et je n'ai ressenti que du mépris. Chaque mot sortant de sa bouche était une performance, une manipulation conçue pour le positionner comme la partie lésée. L'audace de la chose m'a coupé le souffle. Je sais pour Diana, ai-je dit simplement. La couleur a quitté son visage. Pendant 3 secondes entières, il est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sorti de l'eau. Puis les excuses ont commencé à déferler, si vite qu'elles se sont bousculées. Alicia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Diana et moi, nous sommes juste amis. Je te jure que quelqu'un te ment, essaie de nous séparer. Tu dois me croire. J'ai lu tes emails, Joël. J'ai vu les photos. Je sais exactement ce que toi et Diana faites depuis 8 mois. Son expression a changé alors, le masque glissant pour révéler quelque chose de plus laid en dessous. Tu as fouillé dans mon ordinateur. Comment oses-tu envahir ma vie privée comme ça? Ta vie privée? J'ai ri, le son dur et peu familier. Tu couches avec la femme d'un autre homme depuis presque 1 an, me mentant tous les jours, et tu veux parler de vie privée? Alicia, s'il te plaît. Il s'est avancé vers moi, cherchant mes mains, et j'ai reculé. C'était une erreur. Une terrible erreur. Elle ne signifie rien pour moi. C'est toi que j'aime. Oublions juste que c'est arrivé et allons de l'avant. On peut repartir à 0. Juste nous deux. C'était ça. L'offre que j'aurais acceptée il y a 6 mois, peut-être même il y a 6 jours. La promesse de réconciliation, de surmonter nos problèmes, de choisir la relation plutôt que l'individu. L'ancienne Alicia aurait été tentée par cette offre. Elle aurait voulu croire que l'amour pouvait survivre à la trahison, que le pardon était toujours la voie la plus élevée. Mais l'ancienne Alicia était partie. Elle était morte dans ce café quand un bel étranger lui avait dit la vérité, et la femme qui avait pris sa place n'était pas intéressée à repartir à 0 avec quelqu'un qui n'avait jamais été pleinement présent pour commencer. Non, ai-je dit. Non. Joël avait l'air stupéfait. Qu'est-ce que tu veux dire, non? Je veux dire que j'en ai fini. Avec cette relation, avec cet appartement, avec la version de moi-même qui n'arrêtait pas de trouver des excuses pour ton absence émotionnelle. Je suis passé devant lui en direction de la chambre où je prévoyais de commencer à faire mes valises. J'aurais sorti mes affaires d'ici la fin de la semaine. Alicia, attends. Il a attrapé mon bras, sa prise trop serrée. Tu ne peux pas simplement quitter 3 ans comme ça. Nous avons une vie ensemble, un avenir. Vas-tu vraiment jeter tout ça? J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage désespéré, et je n'ai ressenti que de la pitié. Pour nous deux, en fait, pour les années que nous avions perdues à prétendre être quelque chose que nous n'étions jamais. C'est toi qui as tout jeté, Joël. Je ne fais que reconnaître enfin ce qui est déjà brisé. J'ai libéré mon bras et je suis entré dans la chambre, fermant la porte derrière moi. À travers le bois, je pouvais l'entendre fulminer, alternant entre excuses et accusations, mais sa voix semblait venir de très loin. D'une autre vie, peut-être. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Evan. C'est fait. Il ne l'a pas bien pris. Sa réponse est arrivée immédiatement. Diana non plus. On prend un verre ce soir? J'ai souri malgré tout. Malgré la destruction de mon ancienne vie, malgré l'incertitude de la suite, malgré toutes les raisons rationnelles pour lesquelles je devrais m'effondrer. Absolument, ai-je tapé en retour. Passe me prendre à 20h. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de cartons, d'avocats et de conversations inconfortables. J'ai quitté l'appartement de Joël et j'ai emménagé dans un petit studio près du front de mer,
un espace qui m'appartenait entièrement pour la première fois depuis des années. Les murs étaient nus et les meubles d'occasion. Mais chaque matin, en me réveillant là-bas, je me sentais plus légère, plus libre, plus moi-même que je ne l'avais été depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Evan et moi nous sommes vus presque tous les jours. Nous avons fait attention de garder les choses appropriées, tous les deux étant techniquement encore en train de nous démêler de nos vies antérieures. Mais la connexion entre nous s'est renforcée à chaque conversation. Il naviguait dans sa propre séparation de Diana, un processus qui était rapidement devenu laid une fois que l'affaire était au grand jour. Elle prétend que je l'y ai poussé, m'a-t-il dit un soir au dîner. Elle dit que j'étais émotionnellement indisponible, que je travaillais trop, que je ne lui ai jamais fait sentir qu'elle était désirée. Et tu sais quoi? Peut-être qu'une partie de cela est vraie, mais ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. C'est plus facile pour elle de te blâmer que de prendre la responsabilité de ses choix. De la même manière que Joël raconte à tout le monde que c'est toi qui l'as abandonné, que tu n'as jamais été vraiment engagé dans la relation. J'ai hoché la tête. Des échos m'étaient parvenus par des amis communs que Joël réécrivait l'histoire, se présentant comme le petit ami dévoué dont la petite amie était inexplicablement partie. Il n'a jamais mentionné Diana, bien sûr. N'a jamais reconnu que sa propre trahison était ce qui m'avait finalement ouvert les yeux. Laisse-le raconter l'histoire qu'il veut, ai-je dit. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Evan a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Nous avions commencé à faire ça, de petits contacts qui comblaient le fossé entre l'amitié et quelque chose de plus. Aucun de nous n'était prêt à mettre une étiquette sur ce que nous devenions, mais nous savions tous les deux que cela menait quelque part d'important. Mon avocat dit que le divorce devrait être finalisé dans les 2 mois, a-t-il dit. Diana se bat pour la maison, mais je suis prêt à la lui laisser. Je préfère partir proprement que de passer une autre année dans des batailles judiciaires. Tu es sûr? Cette maison a été ton foyer pendant 7 ans. C'était l'endroit où je vivais. Il y a une différence. Il a serré ma main. La maison, c'est quelque chose que je suis encore en train de définir. Je comprenais ce sentiment intimement. La maison n'était pas un bâtiment ou une adresse. C'était un sentiment d'appartenance, d'être vraiment connu et accepté. Je n'avais jamais ressenti cela avec Joël, peu importe à quel point j'avais essayé de me convaincre du contraire. J'ai pensé à faire des changements, ai-je dit. Au travail, dans ma vie en général. Être malheureux si longtemps m'a fait oublier ce que je voulais vraiment. Que veux-tu? C'était une question si simple, mais elle m'a prise au dépourvu. Quand quelqu'un m'avait-il demandé ça pour la dernière fois? Quand m'étais-je posé la question pour la dernière fois? Je veux créer ma propre société de conseil, ai-je dit lentement. Le rêve que j'avais enterré pendant des années remontant enfin à la surface. Je veux travailler avec des clients en qui je crois vraiment, selon mes propres termes. Je veux voyager, écrire, faire toutes les choses que j'ai mises de côté parce qu'elles ne correspondaient pas à la vie que j'étais censé mener. Alors fais-les, a dit simplement Evan. Ce n'est pas si facile. Pourquoi pas? J'ai ouvert la bouche pour énumérer toutes les raisons, les considérations pratiques, les risques financiers, la peur de l'échec qui m'avait maintenu petite si longtemps. Mais en regardant dans les yeux d'Evan, j'ai réalisé qu'aucune de ces raisons n'était assez bonne. J'avais déjà survécu à la pire chose que je pouvais imaginer, la destruction complète de la vie que je pensais vouloir. Tout le reste n'était que des détails. Tu as raison, ai-je dit, nous surprenant tous les deux. Pourquoi pas? C'est Evan qui a eu l'idée de confronter Joël et Diana ensemble. Non pas par méchanceté, a-t-il expliqué, mais par désir de tourner la page. Nous méritions de les regarder dans les yeux et de dire notre vérité, de reprendre le récit qu'ils avaient essayé de contrôler. Nous nous sommes arrangés pour les rencontrer dans un restaurant où aucun de nous n'était jamais allé, un terrain neutre pour ce qui serait sûrement une conversation inconfortable. Joël est arrivé le premier, l'air mal à l'aise dans un blazer qu'il avait clairement emprunté à quelqu'un, son visage un masque d'indignation vertueuse. Diana est arrivée quelques minutes plus tard, belle et froide, me jaugeant avec des yeux qui ne montraient aucun remords. C'est ridicule, a commencé Joël avant que quiconque puisse parler. Quel est exactement le but de cette petite embuscade? Le but, a dit calmement Evan, c'est que vous avez fait exploser 4 vies, et vous ne semblez pas comprendre la gravité de ce que vous avez fait. Nous ne sommes pas ici pour crier, pleurer ou supplier pour des excuses que nous n'obtiendrons jamais. Nous sommes ici pour vous dire exactement ce que vos choix ont coûté. Diana a levé les yeux au ciel. S'il te plaît,
Épargne-moi le sermon moralisateur. Les mariages se terminent. Les gens passent à autre chose. C'est la vie. Les mariages se terminent quand les deux personnes sont d'accord qu'ils sont terminés, ai-je dit. Ce que vous avez fait, c'est nous voler du temps. Vous nous avez laissé investir dans des relations que vous aviez déjà abandonnées. Nous laisser planifier des futurs que vous saviez ne jamais se réaliser. Ce n'est pas seulement de la trahison. C'est de la cruauté. Ne sois pas dramatique, a marmonné Joël. Dramatique? Je me suis penché en avant, ma voix stable malgré la colère qui me parcourait. Je t'ai donné 3 ans de ma vie, Joël. 3 ans à mettre tes besoins avant les miens, à me réduire pour m'adapter à tes attentes, à croire aux mensonges que ce que nous avions était suffisant. Et tout ce temps, tu courais vers quelqu'un d'autre, lui disant des choses que tu ne m'as jamais dites, étant présent pour elle d'une manière que tu ne l'as jamais été pour moi. Alicia, je suis désolé. D'accord? C'est ça que tu veux entendre? Je suis désolé que ce soit arrivé, mais tu ne peux pas vraiment me blâmer d'avoir cherché ailleurs quand tu étais toujours si absente. J'étais absente parce que tu ne m'as jamais rien donné ou m'investir. Chaque conversation était superficielle. Chaque plan était provisoire. Chaque promesse était conditionnelle. Je pensais que c'était juste qui tu étais. Mais maintenant, je réalise que c'était juste qui tu étais avec moi. Les mots flottaient dans l'air, plus honnêtes que tout ce que j'avais jamais dit à Joël de toute notre relation. Diana s'est agitée mal à l'aise sur son siège, et j'ai réalisé avec satisfaction qu'elle entendait des vérités qu'elle s'était probablement convaincue n'être pas vraies. Evan a pris le relais alors, sa voix contrôlée, mais ses yeux flamboyants. Diana, nous avons construit une vie ensemble. C'est tant de rêves partagés, de luttes partagées, de tout partagé. Et tu as tout jeté pourquoi? Un homme trop lâche pour quitter sa propre petite amie? Une relation entièrement construite sur des mensonges et des cachettes. Tu n'étais jamais là, a rétorqué Diana. Toujours en train de travailler, toujours concentré sur un accord ou un projet. J'avais besoin de quelqu'un qui me voit vraiment. Je te voyais. Je ne t'adorais simplement pas comme Joël le faisait. Et apparemment, ce n'était pas assez. La conversation a continué pendant 1 heure de plus, alternant entre accusations, déviations et moments occasionnels de brutale honnêteté. À la fin, rien n'avait été résolu. Pas vraiment. Mais quelque chose avait changé. La dynamique de pouvoir qui avait autrefois favorisé Joël et Diana, le secret qui leur avait donné le contrôle, avait disparu. Ils n'étaient que 2 personnes qui avaient fait des choix terribles, faisant face aux conséquences de ces choix en temps réel. Quand nous avons finalement quitté le restaurant, Evan et moi avons marché en silence pendant plusieurs pâtés de maison, traitant ce qui s'était passé. Puis, sans prévenir, nous avons tous les deux commencé à rire. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que l'absurdité de la situation était finalement devenue trop grande pour être contenue. Eh bien, a finalement dit Evan, c'était cathartique et terrible. Ça résume assez bien le dernier mois de ma vie. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, son expression sérieuse. Alicia, je sais que tout ça a été un chaos, et je sais que nous sommes tous les deux encore en train de guérir, mais j'ai besoin que tu saches que te rencontrer a été la seule bonne chose qui soit sortie de ce désastre. Evan. Je ne demande rien. J'avais juste besoin que tu le saches. Je me suis rapproché de lui, assez près pour voir la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. Te rencontrer a été la seule bonne chose pour moi aussi. Et peut-être que c'est fou, vu la façon dont nous nous sommes rencontrés. Mais j'ai décidé que j'en ai fini de laisser la peur prendre mes décisions pour moi. Il m'a embrassé alors. Vraiment embrassé. Et c'était comme le début de quelque chose que j'attendais sans le savoir. Nous sommes restés là, sur ce trottoir, au crépuscule. 2 personnes brisées choisissant de croire que le brisé pouvait devenir quelque chose de beau. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur la ligne d'horizon de Portland et pensant à tout ce qui avait changé. La société de conseil dont j'avais toujours rêvé était enfin réelle, une petite opération avec une poignée de clients qui croyaient en ma vision. J'avais recommencé à écrire, des essais sur la réinvention et les secondes chances qui avaient trouvé un public en ligne. J'avais voyagé dans 3 pays et j'avais des projets pour une 12aine d'autres. Et Evan était à mes côtés, là où il avait été presque tous les jours depuis cette confrontation au restaurant. Son divorce était finalisé. La maison vendue, les derniers vestiges de son ancienne vie emballés dans des boîtes qu'il ouvrait rarement. Nous avions avancé lentement,
tous les deux apprenant à faire confiance à nouveau, tous les deux construisant quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été détruit. À quoi penses-tu ? A-t-il demandé en passant un bras autour de ma taille. À quel point tout semble différent d'ici. Différent bien ou différent terrifiant ? Les deux. C'est peut-être ça le but. Il m'a embrassé sur la tempe. Un geste devenu familier et bien-aimé. As-tu eu des nouvelles de Joël dernièrement ? Pas directement, mais apparemment, lui et Diana ont rompu il y a quelques mois. Il s'avère qu'une relation construite sur des mensonges ne tient pas si bien quand les mensonges ne sont plus amusants. Karma, a dit simplement Evan. Peut-être, ou peut-être qu'ils ont simplement manqué de gens à trahir. Je pensais parfois à Joël, généralement dans des moments calmes où le passé revenait de manière inattendue. Plus avec colère. Pas vraiment. Plutôt avec une curiosité distante, me demandant à quoi ressemblait sa vie maintenant, s'il avait appris quelque chose de l'épave qu'il avait causée. J'en doutais, honnêtement. Certaines personnes ne le font jamais. J'ai croisé la sœur de Diana la semaine dernière, a mentionné Evan. Elle a dit que Diana avait des difficultés. Elle a perdu son travail, a changé plusieurs fois d'appartement, n'arrive pas à se stabiliser. Tu te sens mal pour elle ? Pas autant que je le devrais probablement. Elle a fait ses choix. Nous vivons tous avec les conséquences de nos choix. J'ai hoché la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. La vie de Joël avait apparemment suivi une trajectoire similaire. La dernière fois que j'avais eu des nouvelles par des amis communs, il avait été licencié de son travail pour des problèmes de performance et vivait dans un minuscule appartement de l'autre côté de la ville, enchaînant les applications de rencontres sans succès. La façade charmante qui m'avait trompé si longtemps était plus difficile à maintenir, semblait-il, quand il n'y avait personne de disposé à être trompé. Mais je ne m'attardais pas sur leur malheur. Ce n'était pas le but de ce voyage. Pas vraiment. La vengeance que j'avais voulue au début, le désir de les voir souffrir comme j'avais souffert, s'était estompé en quelque chose de moins dévorant. Ce qui l'a remplacé était bien plus puissant. J'avais construit une vie dont j'étais véritablement fier. J'étais devenu une personne que j'aimais vraiment. J'avais trouvé l'amour dans l'endroit le plus inattendu. Merci, ai-je dit à Evan. Pourquoi ? D'être entré dans ce café. De m'avoir dit la vérité quand tu aurais pu tout gérer seul. D'avoir vu quelque chose en moi que j'avais cessé de voir en moi-même. Il m'a tourné vers lui, ses yeux chauds dans la lumière déclinante. Tu as toujours été cette personne, Alicia. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. Nous sommes restés là alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient sous l'horizon. Deux personnes qui avaient été brisées et reconstruites, qui s'étaient choisies au milieu du chaos et qui, d'une manière ou d'une autre, avaient réussi. Mon monde avait explosé ce jour-là dans le café. Et pendant des mois après, j'avais eu peur de ce que cela signifiait. Mais debout ici maintenant, de l'autre côté de toute cette douleur, j'ai compris la vérité. J'avais eu trop peur d'accepter. Parfois, la vie que l'on pense vouloir n'est que la vie pour laquelle on s'est contenté. Et parfois, il faut que tout s'effondre pour réaliser ce que l'on mérite vraiment. Joël et Diana m'avaient appris cette leçon, bien que pas de la manière qu'ils l'entendaient. Ils m'avaient montré ce que je ne voulais pas, ce que je refusais de devenir, ce pourquoi je ne me contenterai plus jamais. Et dans leur destruction, j'avais trouvé ma propre construction. En regardant Evan, la vie que nous construisions ensemble, je ne ressentais que de la gratitude. Gratitude pour l'étranger qui m'avait prise par surprise avec la vérité. Gratitude pour le courage que j'avais trouvé de partir. Gratitude pour la femme que j'étais devenue au lendemain de la trahison. Prête à rentrer, a demandé Evan. J'ai souri, prenant sa main. Prête pour tout ce qui vient. Et je l'étais. Pour la première fois de ma vie, je l'étais vraiment. Quant à Joël et Diana, les conséquences de leur égoïsme ont continué de s'accumuler. La réputation de Joël dans notre secteur ne s'est jamais remise une fois que la nouvelle de ce qu'il avait fait s'est répandue, le laissant se démener pour des travaux indépendants qui couvraient à peine ses factures. Diana, privée de la sécurité qu'elle avait prise pour acquise, a découvert que son apparence et son charme ne l'emmenaient que jusqu'à un certain point sans la substance pour les soutenir. Ils avaient tous les deux été forcés de recommencer, mais contrairement à moi, ils partaient de lieux de honte plutôt que de force. L'univers avait une façon d'équilibrer les choses, et leur équilibre était enfin arrivé. Debout à côté d'Evan ce soir-là, regardant les premières étoiles apparaître, j'ai réalisé que mon monde n'avait pas explosé à cause de leur trahison.
Il s'était élargi parce que j'étais enfin entré dans une vie que j'avais choisie pour moi-même, les yeux grands ouverts et le cœur prêt pour tout ce qui allait suivre.